bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, d'avoir bravé le froid pour nous. Pour cette soirée consacrée au dernier roman d'Arnaud Calécha, Le mal appliqué, aux éditions Vanloo. Merci à toi, Arnaud, pour ta présence, qui s'apparence à un compagnonnage au fil des années. Tu viens nous rendre visite de texte en texte, comme ça. C'est bon, c'est vrai. C'est vraiment un plaisir. Donc un roman, si je peux le résumer brièvement, c'est un journal écrit par un homme qui s'appelle Manuel, qui, à la suite d'événements que nous allons détailler, se retrouve à vivre dans une voiture, en déplacement, immobile, en tout cas dans sa voiture, à Marseille, uniquement à Marseille, qui tient un journal dans lequel il tente de... ça peut être la bande son. C'est tout à fait ça. Vraiment, Un journal donc, tenu par ce Manuel Arganaraz, dans lequel il tente de rapporter des événements qui ont lieu entre le 1er juin et le 15 juillet début des années 2010. Je te l'apprends, tu l'ignorais. Donc entre le 1er juin et le 15 juillet, des événements, un mois et demi. Des événements qui ont lieu dans ce qu'on pourrait appeler, on affinera au fil de cette rencontre, une soudaine apocalypse, étrange apocalypse. On va séparer les motifs pendant cette soirée, mais c'est vraiment un roman où tout va être interconnecté. Surtout ce trio Manuel dans une voiture, dans Marseille. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, mais on va essayer d'isoler ces motifs pour les besoins de la rencontre. Mais si tu peux, avant de rentrer vraiment dans les événements qui vont faire la matière du roman, est-ce que tu peux nous décrire ton héros, qui s'appelle Manuel, donc le 1er juin, le décrire tel qu'il est en tant que personnage quand ça démarre. Quand il démarre. Le 1er juin, quoi. Ouais, avant que les événements commencent. Ah, d'accord. Eh ben, c'est un gars, il doit avoir une trentaine d'années. Il est marseillais, je crois. Oui, il est marseillais. Oui. Il a vécu à Marseille longuement. Il y est né avec sa mère. Il a grandi avec sa mère. Bon, il est cuisinier de son état professionnel. Il a donc une voiture, une Partner depuis un certain temps. Il est en colocation. Et il erre un peu dans Marseille, il travaille dans Marseille, dans différents restos, dans différents établissements, et il a imbibé dans cette ville, donc dans les années 2000, 90, 2010. Et puis, il est très cool. Ouais. Il se vit un peu comme une personne dilettante, cool, intéressé par certaines choses, mais qui s'y adonne pas. Voilà, il est un peu derrière une vitre, quoi. Ouais. Avant de vraiment vivre derrière la vitre de sa bagnole, il vit déjà dans une sorte de derrière une grande vitre, une grande baie qui le sépare un peu du monde. Il est un petit peu, oui, certains pourraient dire rêveur, inactif ou semi-actif professionnellement. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a tous croisé, plus ou moins, qu'on connaît un peu. Il a des cheveux bouclés. Il a des petites particularités physiologiques que je laisse. Peut-être qu'on peut laisser voilà, la découverte. On va négocier la part de spoil et de unspoil, comme on dit en provençal. Donc voilà, il y a des choses qu'on va évoquer et d'autres qu'on va garder sous la cloche
de l'unspoil. Et ce sera dosé. Hein. On va vraiment doser va ça. vraiment doser. On a travaillé suffisamment cette rencontre, Benjamin, pour avoir un dosage précis, j'y compte. Donc, ce manuel, vaporeux, un peu comme ça, il manque un peu de présence au monde, mais ça va. Le 1er juin, il va se passer quelque chose, puis le 2 juin, puis le 3 juin. 3 événements que tu lui imposes successivement et qui vont vraiment le lancer, quoi. Ouais. Est-ce que tu Ça, peux c'est, nous effectivement, décrire, c'est le début du livre. Ça s'ouvre comme ça, effectivement, sur un... Il y a 3 événements qui concernent en premier chef ce manuel, Arganaraz. Le premier, c'est l'incendie d'un appartement dans lequel vivait sa mère, suivi de la disparition de celle-ci. Ça s'ouvre là-dessus. Puis il est convoqué au commissariat parce que voilà, elle est disparue, et il y a un incendie et on ne sait pas ce qui s'est passé, et il y a une enquête. Le lendemain, si tu le dis, donc, c'est... Et tu dis aussi que l'incendie est volontaire. Hein. Oui. Et le lendemain, il se passe une inondation. Comme souvent dans mes livres, il y a toujours une inondation. En tout cas, il y a de l'eau. Un dégât des eaux. Là, c'est un dégât des eaux assez conséquent, à nouveau, dans l'appartement de Manuel Arganaraz, du personnage, pour sa colocation. Énorme dégât des eaux dont on l'accuse très vite d'être la cause. Mais bon. Donc voilà, il y a ce dégât des eaux, il est chassé de chez lui du fait de ce dégât des eaux, il est mis en fuite, pour ainsi dire, de chez lui. Et puis, 3e événement, qui est l'effondrement d'un immeuble à Marseille. Ça, c'est la première fois que c'est dans un de mes livres, mais ça, on connaît ça déjà par ailleurs. Et pareillement, l'immeuble qui s'effondre, ça concerne la biographie de ce Manuel Arganaraz. Ouais. Donc voilà, il y a 3 événements comme ça qui se passent en 48 heures quasiment, ou 3 jours, tu dis. 3 jours ouvrables, 48 heures. Et ben, ces 3 événements l'hystérisent un peu, quoi. Il se dit, mais c'est pas possible qu'il se passe ça. Il m'arrive ça, d'une certaine manière, il vient un peu comme ça. Comme un truc terrible, incompréhensible, tragique, comique pour le dégât des eaux, mais bon, pour le reste, quand même, c'est extrêmement... Et puis, voilà, il se dit, là, il y a... C'est le début du livre, mais c'est aussi tout le livre qui est un peu comme ça. Il se dit, là, il y a... Les coordonnées sont réunies pour que le monde est en train il se passe un truc que je vais devoir écouter, voir et noter, quoi. C'est pour ça qu'il se met à écrire comme ça. Il commence, et donc, il commence son journal comme ça, sous cette impulsion-là. C'est ça. Et ça, c'est vraiment la disparition de sa mère, le 1er juin, et le fait que la serrure, Sylvain, son colocataire, l'a changé, ne peut plus rentrer chez lui. Il habite dans... D'ailleurs, il y a un flou. Est-ce que c'est une partenaire ou un partenaire? Parce que c'est la grande question. C'est la grande question. Une des grandes questions. Il décide d'habiter... Une partenaire, si on a parlé d'une voiture dans la phrase précédente. Un partenaire, si on n'a pas évoqué le mot voiture précédemment. C'est comme ça que je l'ai joué, mais bon, non. ça reste chaud. Hein. Dans la tradition, quoi. Dans la tradition, là, j'ai vraiment pas été très avant-garde. Et donc, il décide d'aménager. Voilà, il y passe une nuit, une première nuit, une seconde nuit, puis très vite, il décide que ça va être son bureau, sa chambre d'observation mobile. Donc oui, il aménage, c'est un peu, comment dire, c'est presque un peu formel. C'est très ritualisé. Un peu ritualisé, voilà, oui, il met des rideaux, il récupère un matelas, il cherche un matelas à mettre derrière, parce qu'un petit matelas peut se loger. Il en trouve un, qui est je ne dis pas tout. Spoil. Et voilà, il aménage vraiment bien, hein, il fait ça très très bien, avec sérieux, avec application. Ouais. Il se prépare quelque part. Et il se prépare à quoi? Il se prépare à... Déjà, il se dit, est-ce que c'est mieux d'écrire sur la place du mort ou la place du conducteur, parce qu'il y a le volant qui gêne. Voilà, il prépare quelque chose. Tout en commençant d'écrire, évidemment. Hein. Donc, il commence d'écrire sur un... Alors, il achète un cahier, un super conquérant, c'est un beau grand super conquérant, et il démarre sur le super conquérant. C'est une promesse aussi, effectivement. Et ça démarre comme ça. Alors, il commence à noter, voilà, c'est les 3 événements que je viens de dire, et puis il attend un peu que les événements donnent suite.
d'une certaine Et manière. d'ailleurs, au début de son projet d'écriture, après on pourra le développer un peu plus tard, mais il y a un arbitrage à faire, lui, dès le départ. Hein. Est-ce que c'est un journal? C'est important pour lui, ou est-ce que ce sont des mémoires? Voilà. Il écrit que si le journal, c'est recenser des événements, et les mémoires, ce serait rapporter ce que ces événements lui font. Ou, quelles sensations, quelles émotions en découlent. Donc au début, il n'arrive pas vraiment à arbitrer. Oui, il est entre le journal et les mémoires, où il appelle ça le journal de mes mémoires, je ne sais pas comment il s'arrange avec ça, mais oui. C'est un journal, mais il a quand même... alors il y a un journal qui commence de faire, et puis comme les événements traînent un peu à s'enchaîner, quoi, et c'est là où les mémoires prennent un peu le pas, c'est-à-dire il va un peu piocher au fur et à mesure du bouquin dans un matériau biographique. Quand même. Et il y a quelque chose qui va l'aider à faire monter les images, comme il dit. C'est son, voilà, un chapitre sur deux. Une appli, voilà. Il va s'aider d'une appli, télécharger une appli, voyant que ça peut l'aider à nourrir justement ce journal mémoire. Donc c'est une appli qu'on trouve à cette époque-là déjà, qui est une appli un peu psy, quoi. Une psy par téléphone, quoi. Une psy, Friday. Il s'appelle Friday. Et il s'abonne à Friday et il peut avoir une séance par jour, parce qu'il prend l'abonnement premium. Et donc ça lui donne du grain, quoi. Il peut raconter un souvenir, il raconte un truc. Je peux même lire ça. Ah oui, vas-y, très bien. Tu m'as dit qu'il fallait lire. Ouais. Il raconte, le mieux c'est quand même... En sortant du commissariat, j'ai téléchargé sur mon téléphone portable l'application Friday. La version payante à 29,99 € le mois. Friday, ton psy dans ta poche. Je raconte pour le journal. On télécharge l'application, on s'inscrit, on paye la transaction avec sa carte de crédit, ce que j'ai fait. On appelle et c'est la première séance. La séance introductive. On se présente et je me suis présenté. Manuel, bonjour. Une voix de femme a répondu. Bonjour Manuel, bienvenue chez Friday. A suivi un dialogue entre nous. Il faut générer le dialogue. C'est psychologique. C'est un soin psychologique où il faut parler, un suivi, suivre le cours du dialogue en le fournissant. Avec la version payante à 29,99 € le mois, j'ai le droit de recevoir par email le verbatim des conversations que j'ai avec mon psy Friday, après chaque séance. C'est pour cette option que j'ai acheté la version payante, pour recevoir l'archivage écrit de mes séances Friday par email, pour les relire, pour les garder, pour les recopier dans mon cahier, pour matière à journal. L'abonnement à 29,99 € par mois donne le droit d'une séance par jour, l'abonnement à 19,99 €, 3 séances par semaine, et celui à 9,99 €, 2 par semaine. Je recopie mes séances Friday dans mon cahier, dans mon journal. Friday va aider le travail de mes mémoires. Friday, psychologue et psychiatre diplômé à ton écoute, 24 heures sur 24. Après quelques minutes à peine, la séance a coupé, le réseau était mauvais, comme souvent, alors je vais la rappeler dans la journée, mais je crains que ce ne soit pas la même psy qui décrochera quand j'appellerai. Friday dit que la version payante à 29,99 €, qu'avec la version payante à 29,99 €, on garde toujours la même psy, mais j'ai la crainte et un doute, et si Friday m'a dit un mensonge et qu'un autre psy me décroche, alors je raccroche et je désinstalle Friday. Friday, psychologue et psychiatre diplômé, à ton écoute, 24 heures sur 24. Friday, première plateforme psy, 24 heures sur 24. Friday raconte un rêve, un souvenir d'enfance, une obsession, une peur, un blocage. Ton psy Friday à ton écoute, sur ton téléphone, où tu veux, quand tu veux. Je recopie dans mon cahier les annonces commerciales de Friday. Évidemment, je n'attends aucune aide particulière de Friday, ni aucun gain thérapeutique. Je ne vois pas cette application comme un outil de guérison. De quelle maladie d'abord? Friday va m'aider à mettre en ordre les événements de ma vie passée. Et d'abord m'aider à faire monter les images, les souvenirs, puis à les sortir en les racontant à la psy Friday. Ensuite à les recevoir par email, puis à les archiver en les recopiant dans le cahier du journal des mémoires. C'est bien. Ça va être bien. Je vais pouvoir m'appliquer. Friday, conseils personnalisés, encouragement, orientation. Friday, écoute, interprétation, action.
Freudé, libération du poids du passé, connaissance de soi, gain en autonomie. Freudé, oser, doser, proposer. Si faire son journal, c'est vivre une journée et le soir l'écrire, et si faire ses mémoires, c'est écrire une vie déjà vécue, alors j'écris pour l'instant dans mon cahier quelque chose entre les deux, ma vie étant encore en cours et considérée du point de vue du passé, encore peu fournie. Ce qui reviendra à, si j'y parviens, raconter mes mémoires à mon journal tout en continuant de vivre. En sortant du commissariat, dans ma voiture au volant, j'ai roulé. J'ai vu 3 rues plus loin, droite, gauche, gauche, à côté d'une poubelle qui avait brûlé et qui sentait encore le plastique fondu, odeur perçue depuis l'intérieur de ma voiture malgré la fenêtre fermée, écrit sur une façade, à hauteur de tête, au feutre épais et en majuscule, la phrase « Tout est nomral ». J'aurais aimé la photographier si l'appareil photo de mon téléphone avait fonctionné, au lieu de quoi je l'ai mémorisée en me disant que je la noterais dans mon cahier, une fois ma voiture garée, ce que j'ai fait. Freudé, à la fin de chaque séance, repart avec une solution sur mesure. Freudé, proposition de passage à l'acte fun, de routine santé, de rituel thérapeutique. On verra bien. Donc voilà, c'est exactement ce dont on était en train de parler, l'explication du fonctionnement de cette appli, l'usage qu'il va en faire, et déjà une petite phrase au mur qui note, parce que ça fait aussi beaucoup partie de son projet, pas initial, mais vu que les événements, comme je disais, voilà, il y a ces 3 événements initiaux qui plein de promesses, et pour le roman et pour le travail de Manuel, voilà, quelque chose est en train d'avoir lieu, de terrible, de sordide, de on ne sait quoi. Et puis effectivement, assez rapidement, c'est pas un spoil que de le dire, le roman, le travail de Manuel est en attente, en arrêt, en suspension, d'une certaine manière. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez... On dirait que je te pose des questions, vas-y. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne se passe plus ? Mais ce qui se passe, c'est que ce Manuel, qui est vraiment très sérieux dans son projet, qui est un peu flou, faut quand même le reconnaître, en tout cas, il est à préciser, est oisif à un point vraiment... Ah oui, là, il a cessé de travailler, voilà. Il a beaucoup cessé. Là. Mais il se met corps et âme dans son rythme lent, et parfois il se déplace, comme tu l'as vu, dans Marseille. Voilà, au début un peu, oui. Et Marseille, c'est quand même... c'est vrai qu'il faut préciser quand même que c'est 3 motifs qui s'épousent, quoi, vraiment. Oui, ces 3 plateaux, effectivement. Marseille, de plus en plus écroulé, de plus en plus inconsistant. La ville, il se passe... Les échanges commerciaux cessent très vite, ça, on n'a pas encore les parlé. Choses s'écroulent, il y a des choses très bizarres très bizarres et que tout le monde connaît déjà un peu d'une certaine manière. C'est une sorte d'exagération de certaines choses qui sont déjà en cours, quoi. Oui, il y a Marseille, voilà, qui commence à se ralentir, comme tu dis, qui s'effondre. Qui s'effondre, en partie. Cette bagnole également, il se déplace un petit peu au début, il a 2-3 courses à faire, un matelas à chercher, je ne sais plus quoi, mais très rapidement, ça se réduit sur quelques rues, puis sur un point, et lui dedans, de fait, étant le dernier maillon de la chaîne, il est effectivement aussi réduit à un point fixe. Un point fixe. Et est-ce que tu veux décrire ce qui se passe dans Marseille pendant le temps du roman, ou c'est du spoil ? Non, c'est pas du spoil, mais même lui, c'est des choses, comme il a vraiment son bureau comme ça, sa bagnole bureau, il entend, en fait. Il n'a pas perception exactement de tout ce qui se passe, ça reste des éventualités. Effectivement, il se rend compte très vite que les denrées sont en train de plus trouver de bouffe, d'essence, de cash, voilà. Il se rend bien compte de ça. Il voit bien les choses s'effondrer comme ça. Il entend un peu à la radio aussi des choses nationales, pas que sur Marseille d'ailleurs, mais que effectivement il y a comme il est dit dans le livre, une sorte de grève des événements.
Hein, c'est une sorte comme si le monde ou le régime chronologique des événements était en gel, en grève, en suspension, d'un coup comme ça. C'est vrai que c'est un effondrement parce que il y a Mais non visible, non manifeste, non spectaculaire. non, et Il y pas, a toujours un président de la République qui prend l'avion, il y a vole toujours aussi. des tas de choses. On trouve toujours du shit, mais pas de nourriture, plus d'oranges, plus de pommes, mais le shit, oui, on ne sait plus comment. Et lui, il en fait grand usage, puisque c'est un peu le dernier, c'est sa denrée, c'est un peu sa nourriture. Euh, mais effectivement, il y a... Ça fait un drôle de Marseille, je trouve, vidé presque de Il ses y a habitants. des déplacements de population, les quartiers C'est riches très bougent, calme. tout est très calme. Très très calme. Ça, c'est un sentiment étrange à la lecture. C'est quoi ce Marseille que tu voulais Ben, écrire? ce qui est quand même toujours un peu marrant pour le lecteur et la lectrice, j'espère, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'indiscernable entre le texte qu'écrit Manuel et le monde qu'il raconte. On ne sait Ouais. jamais exactement si ce monde qui nous est montré... Entre l'écriture et le monde, il y a une sorte d'interchangeable, indifférencié, je ne sais pas si je suis très clair. On ne peut pas savoir ce que Manuel délire du monde, ce qu'il met de lui dans le monde, ce qui se passe réellement, on ne sait jamais en fait. On ne sait pas comme tu me demandes, qu'est-ce qui se passe dans ce Marseille, on ne sait pas si c'est ce qui se passe dans la tête de Manuel en fumée, ou si c'est Marseille, ou si c'est indiscernable. En tout cas, pour moi, c'est indiscernable. Mais ça, c'est ce que. Et pour le ça lecteur se aussi, il me ressent, semble. ça se ressent complètement, mais c'est ce que tu fais dans beaucoup de tes romans. Un peu quelque chose d'interchangeable entre le La réel et distinction. l'écriture. Ouais. Mais là, je trouve extrême, puisque à la première personne, il y a quelque chose dans, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais dans la confiance, en tout cas, qu'on donne à Manuel. Oui. Bah, effectivement, il y a une sorte de déliquescence de toute la... C'est un peu la fin des échanges commerciaux, la fin du capitalisme, tout ça. Et il y a par exemple la réapparition de nouveaux jeux bizarres, des nouvelles modes, des L'arrachage nouveaux de jeux colliers. sociaux, des nouveaux... Ouais, il y a quelque chose qui s'effondre et disparaît, et des espèces d'inutilités qui viennent réapparaître. C'est comme ça que je pourrais répondre à ta question. Okay. Qu'est-ce que c'est ce Marseille qui vient une sorte de fin du monde et d'événements, de début de monde qui ressurgissent un petit peu, mais sans sens précis, sans manière un petit peu comme ça, chaotique et spontanée. Ouais, et inspiré par la mer. Il y a, voilà, la ville est en train un peu de redégouliner du côté de la mer. Il y a un truc qui retourne à cette origine-là aussi, d'une certaine manière, si on est censé venir de là. Ouais. Ça y retourne. Ouais, c'est un mouvement d'aspiration ou qui se retrouve dans l'écriture, beaucoup, où on va avoir un mouvement parce que Manuel, au début, il a un super conquérant. Oui. C'est la première partie. Ouais, il y a trois parties dans le livre. On peut parler de la construction et de ce qui se passe dans lui, dans son projet d'écriture, empêché. Peut-être décrire ce mouvement. Il a un premier cahier qui est rempli au bout de quelques semaines, jours. Tu as calculé tout, la chronologie. Un mois et demi. Sur mon carnet, mais 2 semaines. En 2 semaines, il doit faire le cahier. Ouais, tu revérifieras. Je te dirai, je te ferai un message. S'il te plaît. Et puis oui, effectivement, de cahier, on n'en trouve plus de toute façon. Donc il est contraint de continuer son travail sur un autre objet, sur un smartphone en fait. Il a un Huawei. Il continue sur son Huawei. L'écriture change de toute façon d'un cahier à un Huawei. Là, il passe à l'écriture du pouce. Et puis la phrase change, la syntaxe change. Je pense que c'est la partie aussi où il y a énormément de souvenirs biographiques qui vient combler avec ses visions, de phrases écrites au mur, de choses qu'il attend, d'événements qu'il attend, qui se passent en partie, parce qu'il se passe quand même des trucs, mais c'est comme une enquête qui stagne, qui patauge vraiment. Mais effectivement, cette seconde partie, le Huawei, c'est la plus joueuse et la plus d'écriture en tout cas.
Il n'y a plus de virgule parce que c'est chiant avec le Wawa, les virgules, c'est l'enfer. Et beaucoup de la vie de Manuel, du personnage de Manuel qui vient vibrer comme ça, dans sa vie passée, dans son enfance, et toujours en dialectique avec ce qui se passe, ce qu'il entend, voilà, ce qu'il voit, ce qu'il entend, quoi. L'eau le matin de la voirie qui coule, les mouettes qui gueulent la nuit, les poubelles qui crament, comment s'endormir tout en restant vigilant. Voilà, c'est tout un... Faut pas trop spoiler. Mais c'est vrai que pour l'instant, il reste assez zen. Il est toujours très très zen, hein, ce garçon. Ouais. Moins dans la dernière partie, mais peut-être on n'en parlera même pas de cette troisième partie, comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Hein, moi, en tout cas, dans l'écriture, on peut parler de la troisième façon d'écrire. Voilà, oui, première façon d'écrire le cahier, en mettant de côté les chats de Friday. Hein. Parce que l'appli, effectivement, elle lui amène plein de chats, enfin de verbatim. Voilà, donc ça, effectivement, c'est des... jusqu'à les 2 premières parties, il y a plein de chats Friday où on sait beaucoup de choses sur lui, d'ailleurs. C'est une alternance stricte. Voilà, il y a son journal et son blabla à sa psy en fait, bizarre. Il dit qu'il compose, c'est-à-dire qu'il ne met que ses répliques à lui. Ouais. Donc en fait, on a quelque chose d'assez tronqué. C'est comme si on enregistrait chez son psy son blabla et qu'on notait les ou la question du psy tel jour. Et juste sans sa voix à lui. Est-ce qu'on peut lire un petit peu de... est-ce que tu veux bien lire un petit peu de ces parties-là qui sont écrites du coup de façon assez différente Oui, c'est une écriture très différente puisque c'est pas réellement écrit, il recopie son chat. Ouais. Qu'est-ce que je peux lire? Je regarde. Faut pas dévoiler trop. Hein. J'ai promis de pas dévoiler. Laisse-moi chercher, je trouverai tout à l'heure un chat. D'accord, on peut continuer à parler. Oui, bien sûr. Et du coup, ce phénomène d'écriture, de projet d'écriture, de geste d'écriture, va finir dans la troisième partie. Ah, ça y est, pardon. C'est bon? Ouais, pourquoi pas. Bonjour. Mais je reprendrai la phrase où tu l'as... Tu sais exactement, oui, je sais. Bonjour. Oui, ça va. Rien de particulier, non. Je me mets à écrire. C'est les séances, je dirais. Les séances que l'on mène ensemble. Elles me poussent. Mon journal. Non dans un cahier. Je n'ai pas d'ordinateur. Jamais eu d'ordinateur. J'ai fait un rêve étrange, d'ailleurs. Un rêve d'ordinateur. Cette nuit. C'est pour ça. Comme vous dites que les rêves, c'est une bonne matière. Oui, d'accord. Voilà. Alors, j'étais dans un théâtre, mais seul dans le théâtre, assis dans le public tout seul. Et j'écrivais sur mes genoux dans le théâtre, sur un ordinateur portable, assis dans les gradins. Devant moi, il y avait la scène, et sur la scène, des acteurs, des actrices, et sur mes genoux, l'ordinateur. J'écrivais, et mes phrases vivaient en direct, sur la scène du théâtre, directement. Si j'écrivais ceci, les acteurs disaient ceci. Et ceci exactement, c'était immédiat. J'écrivais sur mon ordinateur une phrase et elle était dite immédiatement par une actrice, un acteur. Mais, et là c'est la chose étrange, si je décrivais une situation, alors c'était immédiatement exécuté sur le plateau. Pas dite, mais exécuté. Et alors que j'écrivais sur l'ordinateur et que je ne cessais d'écrire des phrases et des situations complètement folles et irrationnelles, je me demandais comment les actrices et les acteurs faisaient pour savoir quand il fallait dire et quand il fallait faire, comment ils distinguaient, et je ne parvenais pas à savoir. Et il y avait un mystère, et ce mystère me fascinait. J'écrivais tout en direct, les actions, les paroles s'exécutaient, c'était fou, et irrationnel, et obscène, sans censure, directement là devant moi. Heureusement, je suis seul dans le public, je me suis dit, je me l'étais dit dans ma tête, dans le rêve, puis j'ai dit, avant que mes yeux ne sortent, je vais les garder une dernière fois à l'intérieur, bizarre. Continue après. Bon voilà, c'est notre type de...
de narration, évidemment. Ouais, ouais. Bon, là, c'est un rêve, et normalement, il raconte beaucoup de souvenirs d'enfance, de souvenirs de son temps présent. C'est un ping-pong entre son enfance, ce qu'il vit, ouais, c'est lui, quoi. Ouais, c'est un moment de recherche d'images. Donc, Oui, il le fait voilà, pour fouiller. Ouais. C'est un outil comme un autre pour fouiller, pour l'aider. Il est tout seul. Il est tout seul, donc il a besoin de ouais, puiser. il a besoin de chercher, et puis ces moments de journal, il a une attitude très... Très martial, ouais. Ouais, il est très martial, et puis il est très en retrait des événements. Marseille lui parle aussi. Il y a beaucoup de retranscriptions. Oui, énormément de phrases. Ouais. C'est quoi ça? Bah, c'est un Qu'est-ce peu... qu'il y voit, lui? Ouais, bah, en fait, c'est la radio et les phrases, hein, son altérité. Ouais. Puisqu'il attend, il attend que les événements viennent se nouer. Donc il y a les phrases écrites au mur, il y en a des tonnes qu'il note de rue en rue. La radio Galère, il écoute, ou Radio Grenouille, les deux. Et un peu la radio nationale, parce qu'il a des infos sur le président de la République qui passe en avion. Oui. Et puis des trucs sur la science. Non, il écoute France Q aussi. Ouais. Ah, oui, des trucs sur la science, sur la philo. Ah oui. Ça me revient. Donc oui, il y a les phrases sur les murs et la radio. La radio, c'est une espèce de truc qu'il écoute en fumée, comme si c'était quelqu'un qui lui parlait. Et les phrases au mur, c'était un peu comme si c'était la dernière agora de la ville où les gens se parlent. En fait, les gens écrivent puis se répondent. C'est une sorte de dialogue directement écrit. Enfin, directement écrit. Non directement parlé, mais écrit. Comme si le résidu de la vie politique, c'était ça, une phrase qui était barrée, non rectifiée par un autre. Il y a des dialogues sans queue ni tête. Ouais. Il y a des considérations très politiques sur les minorités, sur l'état de la ville, sur la mairie. Il y a des trucs de conspi. Il y a tout le fond de conspiration. Il y a tout le fond de revendications politiques, quoi, de ces années 2010 dans lesquelles il est. Et qui note, évidemment, parce que ça fait partie, il est là, il est au poste, il est pile à bonne vision, quoi, dans une voiture, donc il note. Et de plus en plus, le shit prend quand même une place. Oui, c'est vrai que ça commence à prendre. C'est un des mouvements du livre, hein, quand même. Cet enfumage de l'habitacle. Ouais, voilà, oui. Effectivement, ça ralentit beaucoup de choses. Les perceptions basculent. Et puis lui, c'est son kiff aussi, quand même. Ouais, voilà. Enfin, c'est un élément presque de ressources ou de mise à distance. Enfin bon, voilà, c'est un truc dans lequel il a plaisir à imbiber, quoi. Ouais. Et ça vient alimenter sa vision des événements. Et jusqu'à la dernière partie où le Huawei, vaillant, disparaît. Ouais, il brûle lui aussi, hein. Il y a un incendie à nouveau. Ouais. Et puis la dernière partie, effectivement, c'est de toute façon, cette logique de réduction de la vie dans la ville, de lui dans la ville avec sa bagnole qui est aussi fondue d'ailleurs. Il y a eu un incendie Bref, il y a eu beaucoup d'incendies. Et puis, oui, il a ce travail à continuer. Il n'est plus tout seul dans la voiture. Voilà. On peut s'arrêter là. Moi, je veux bien spoiler tout. Hein, je m'en fiche. Tu l'as lu, de toute façon. Moi, je l'ai lu. Mais effectivement, il y a une réduction vraiment de tout le matériau de la ville, de la bagnole, de lui, de sa psyché même. Et puis, ce qu'il doit continuer d'écrire à la fin, n'étant plus seul dans sa voiture, comme si le monde avait quand même donné un coup de coude dans la fenêtre et s'était foutu dans sa bagnole pour ne pas le laisser travailler seul, mais il va quand même continuer le travail jusqu'à la fin. Et effectivement, il va le continuer sur alors c'est plus un Nokia, un vieux Nokia qu'il avait dans sa boîte à gants, quoi, et qui marche encore, même sans recharge. C'est un des grands mystères Il marche encore, mais il y a des lettres en moins, il y a quelques lettres en moins, donc il ne faut pas utiliser toutes les lettres. Et donc cette dernière partie est écrite avec quelques lettres manquantes. Avec 5 lettres manquantes. 5 lettres manquantes, et lui devant s'occuper de cette petite personne qui est avec lui dans sa voiture désormais. 5 lettres.
Donc en fait, tu ratiboises, parce que les 5 lettres qui manquent, c'est le G, le P, le J, le Q, le Y. Toutes celles Ouais. voilà. Et ça, c'est quelque chose... comment tu as choisi ces lettres? Pourquoi? Surtout le J, qui est quand même assez utile Il est bien dans utile, un ouais. journal, quand même, à la première personne. Donc, cette contrainte, comment tu l'as mise en place? Ça s'est fait vraiment en cours de route. Je savais que avec son truc là, ça pouvait pas marcher convenablement. Il fallait des lettres en moins. Il fallait que ça soit en train de se décharger lentement. Donc il fallait vraiment une contrainte, des contraintes fortes, quoi. Ouais. Dont cette contrainte qui a déjà été exploitée dans la littérature, évidemment. Je me rappelle jamais ce nom d'ailleurs. Voilà. Comment on appelle ça? Oui, oui, oui. Comment on dit? Un truc en E, une E. Lipogramme. Un lipogramme en E, c'est pareil. Donc moi, c'est un lipogramme en 5 lettres. Moi, ça, je l'ai su après. Hein. Je me suis pas du tout dit, si on faisait un lipogramme en 5 lettres. Mais c'est un lipogramme en 5 lettres. Sur une machine qui se décharge, ça, je sais pas. J'ai pas encore inventé la figure de style d'écrire sur un truc qui est mortel, en fait. Ça, il faut que je... Ouais. Bon, bref. Mais surtout qu'il y a... Donc, c'est vraiment... Moi, ça m'a marqué parce que il y a ce motif-là qui est très clair de réduction oui, de c'est... tout. Et dans le geste d'écriture, il y a une réduction. Dans la forme même, ça s'inscrit dans la forme même. À l'index, quoi. C'est vraiment ça finit vraiment ça finit dans l'index de manuel. Un truc très radical. Mais la troisième partie, il faut vraiment rien en dire parce que elle est faut une grosse apnée, quoi. Elle est écrite de manière plus radicale. Ouais, c'est très particulier, ouais. Très, très particulier. Toi, ça a été d'écrire cette troisième partie. Très particulier. Non, c'est vrai que c'était très particulier parce que l'état du monde dans lequel j'ai écrit cette troisième partie était très particulier. C'était, je l'ai fini en août 2024. On avait sur tous nos écrans Gaza, des images infernales, terribles. Et puis, oui, en fait, si on ouvre un peu la porte du spoil, quand même un peu spoiler, effectivement, dans cette ville, la seule image, les seuls corps co-présents, c'est une famille de Roumains dans la ville. Oui. Ça vient de là à la fin, quand même. Oui. Donc c'est quand même ces gens-là qui vivent. Et d'ailleurs, c'est marrant, je m'en suis rendu compte après que le livre était fait, c'est la seule image, c'est la seule scène vraiment autobiographique. Ok. C'est des Roumains, je pense que tu les connais, Boris d'ailleurs. Enfin, ils bougent partout dans Marseille, mais moi je les ai toujours vus. Boulevard d'Athènes, sur des palettes. Je parle de ça il y a bien 25 ans. Hein. Mais ils sont revenus, puis après plus loin, pas les mêmes évidemment. Mais voilà, une famille sur des palettes, avec des tantes Ikea, des saucisses gris, c'est vraiment l'image. Oui, voilà, c'est la seule image, c'est la seule chose personnelle que j'ai mise dans le livre. L'image. Et donc effectivement, Emmanuel est fasciné par cette famille devant laquelle il passe et avec qui il rentre un petit peu en contact. Et pourquoi j'ai évoqué ça? Oui, parce que bon, la fin vient de là finalement. Voilà. Ouais. Mais donc effectivement, il y a un truc qui devient, effectivement, pour moi en tout cas, il y avait des images très 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 percutantes et très traumatisantes du réel lui-même qui venaient. Il y avait, je peux spoiler un peu, on s'en fout en fait. Effectivement, il y a ces images horribles que je voyais sur nos écrans de père et de mère avec des enfants sans tête dans les bras, enfin, hallucinant. Qui existaient déjà, mais moi je les avais vues qu'à ce moment-là, ces images. Et puis c'est vrai que comme c'est tellement bizarre ce qui se passe aussi dans la tête d'un artiste, d'un créateur, d'un écrivain, tout ça, je voyais ces images insupportables, et puis je pensais tout de suite ou pas tout de suite, mais après, à la Vierge, à l'enfant. Ouais, dans la peinture médiévale, classique, tout ça, la Vierge à l'enfant, elle est comme ça. C'est comme ça que finit la dernière partie, c'est le personnage, il est comme ça, avec un enfant.
Donc il y a effectivement le Christ, le Christ, le futur Christ et la Vierge, c'est comme ça. Et puis, il y a le Christ lui-même, plus tard adulte, qui est comme ça, avec ses deux doigts comme ça, là, qui est en... Je pense que les historiens de l'art disent ça, effectivement, ils baptisent, donc c'est les doigts du baptême, et puis c'est aussi des espèces de doigts du wifi céleste, quoi, ou de la fumette. Mais voilà, ouais. Et donc c'était ça, c'était des suites d'images très subconscientes quand même. Hein. Gaza, la Vierge à l'enfant, le Christ, et c'était les doigts de l'écriture, c'était voilà, comment des images, comme dans le cerveau enfumé de Manuel, viennent s'imposer et faire cette fin bizarre. Bizarre. Cette fin terrible. Mais en tout cas, oui, il fallait cette restriction absolue des formes, des lettres en moins, une immobilité, un truc terrible, et enfin quelque chose à vivre et à raconter par Manuel. Et à raconter au moment où il le vit, au même moment. C'est-à-dire il le vit et il l'écrit, au même moment. Ouais. C'est-à-dire qu'enfin, s'il n'avait pas du tout prévu ça, parce qu'il pensait que ça allait être plutôt un truc un peu apocalypse, film d'apocalypse même. Oui. Eh ben, pas du tout, c'est quelque chose qui se passe dans sa bagnole, sur son fauteuil pourri, avec ses trucs, ses rideaux, sa bougie, tout ça. C'est là que ça se passe en fait. Et c'est là qu'il est contraint d'écrire assez vite puisque le téléphone se décharge, de contourner les lettres manquantes. Et donc quand je dis contourner les lettres manquantes, par exemple, il ne peut pas dire Jean, parce qu'il n'a pas de J, il ne va pas dire en, il ne va pas dire EAN, il va trouver un autre nom à Jean, avec les lettres dont il dispose, les 21 dont il dispose. Il va dire le garçon, non, il ne va pas dire le garçon bleu, parce qu'il n'y a pas le G. Il va trouver un autre nom à Jean. Il plonge sa main dans la boîte à gants, il ne peut pas dire boîte à gants parce que le G ne marche pas, il dit boîte à mitaine, par exemple. Il trouve, avec les 21 lettres qu'il a, tout ce qu'il a à dire, il trouve à le dire. Ouais. Et avec un effort terrible, parce que dire boîte à gants, c'est facile, mais quand on n'a pas le G et qu'on veut quand même signifier le truc, il faut trouver boîte à mitaine assez vite. Ouais, donc l'écriture, elle est faite de ça, de ces espèces de trouvailles obligatoires pour raconter ce qu'il est en train de vivre avec une tierce personne. Et dans une urgence. Total. Il n'y a pas de cocasserie là dans la troisième partie. Non, il n'y a plus du tout de... Non. Autant il y a des salles assez marrantes précédemment. Ouais. Là, effectivement, on est dans toute autre chose. Ouais. Est-ce que tu peux lire un bout, un chapitre Est-ce qu'on continue de parler après ou pas? C'est juste pour savoir ce que je lis. Pourquoi? Pardon. Ou alors... On pourra parler, mais on peut parler après. On peut parler, tu lis ce que tu veux, c'est pas grave. On s'en fout. Ouais. Merci de votre patience. C'est un peu de ta soirée. Sont là, oui. Ouais, j'ai raison. C'est vrai. Ou alors un truc plus drôle, parce que c'est pas... Ah oui. Oui. S'il vous plaît. Tu voulais pas lire le tonton? Mais ouais, mais... Oui, si. Allez, oui. Non, si, c'est pas très drôle, mais c'est moi. Ah oui, c'est vrai que ça... Chez mon tonton, j'avais coupé du bois. Ma mère avait été internée et mon tonton était venu me chercher pour que je séjourne chez lui, avec lui. La CAF surveillait mon séjour, ou la DAS, je ne sais pas, un organisme. Mais séjour était le mot écrit sur un courrier administratif que j'avais vu et lu, posé sur la table chez mon tonton. Il y avait des ferrailles devant la maison de mon tonton et derrière sa maison une colline, mais que je prenais pour une forêt. Parce que mon tonton coupait les arbres de cette colline l'hiver pour se chauffer. Ou parce que j'étais petit et qu'elle me paraissait grande. Ou parce que je ne distinguais pas les deux mots. Directement à la hache. Je l'aidais au bois. Je ramassais.
Et avec une scie, je m'occupais du petit branchage. Ça prenait un temps fou et j'adorais, toute la journée. La journée passée avec une action seule pour toute la journée. Forêt, colline, toute façon à la hache. Une fois, mon tonton m'avait quitté plusieurs jours, et c'est cette fois que je voulais raconter. Il m'avait dit partir pour Marseille pour un rendez-vous médical, mais je n'avais pas cru le rendez-vous médical. Il m'avait laissé seul avec le chien. Il m'avait dit rentrer le soir même, mais c'est 3 jours après qu'il était rentré. J'avais eu raison de ne pas croire au rendez-vous médical. Il avait dû boire 3 jours, à Marseille, ou voir une femme 3 jours, je le savais. Ce n'était pas un homme à rendez-vous médical. Sur son lit de mort, personne n'a besoin d'un psychanalyste. J'étais resté 3 jours seul. Pendant 3 jours, j'avais coupé du bois tout le jour, comme j'avais fait avant avec mon tonton, mais là tout seul. C'est le souvenir que j'ai, d'avoir 3 jours coupé du bois durant. Mais j'ai dû faire autre chose aussi, obligé. Dormir et me nourrir et regarder la télé et attendre. Et qu'il rentre soudain, et que sonne le téléphone, et avoir peur. Mais je n'ai souvenir que de n'avoir coupé du bois, des heures et des longues heures. C'est fou comme un jour est long quand on travaille, même quand on est enfant. J'avais appris ça. Je coupais, la fatigue montait dans mes bras. D'abord en fatigue, ensuite en crampes. Puis je ne sentais plus mes bras, et je continuais de couper sans plus rien sentir. J'exécutais. J'étais le plan de quelque chose, une compassion pour le bois, et aussi parfois le rêve que la forêt brûle, que tout s'arrête dans le feu. J'avais des pensées comme ça, des images, et que je brûle avec le feu et tous les animaux. Ça aurait fait une chose merveilleuse à voir un moment, une image folle, la folie du feu, puis plus rien. Quand on brûle, on n'a plus besoin de voir un psychanalyste. Il paraît que même les psychanalystes vont voir un psychanalyste, mais ils n'ont jamais mal au bras. Ils sentent toujours quelque chose dans le coude. Moi, je passais de la crampe à l'absence de sensation où l'on se sent ne rien sentir, dans le bras qui coupe à la hache le bois. Le feu, lui, ne sent rien, mais vraiment jamais. Je coupais du bois tous les jours, j'avais tout, c'est-à-dire le monde, moins moi. Un bout du monde, une forêt, un bout de forêt. J'étais dans une image, je faisais partie et je coupais. Je ne me souviens pas de leur nature, mais je me rappelle des pensées incohérentes, des moments de grande confusion. J'avais dû me faire à manger, mais je ne me souviens ni quoi ni comment. J'avais aussi dû nourrir le chien, mais je ne me souviens pas avoir pu approcher le chien, avoir eu le courage et les gestes. Le chien aboyait tellement toujours. J'avais peur pour l'approcher, mais j'avais dû le faire, obligé. On fait des choses parfois. Je viens d'écrire ça et je ne sais comment, parce que la fumée est tellement forte. On fait des choses avec le bout de ses forces avant de dormir. Toute la fumée t'a envahi, puis ta tête et tes mains s'éteignent. Voilà, c'est un souvenir pour le journal. Merci Arnaud. Par exemple. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. J'en ai d'autres, mais peut-être qu'on peut aussi, si vous avez envie de vous manifester, je ne sais pas. Hein. Je sais pas si oui, pour bien les sûr, questions oui. du public. Et sinon, on peut aussi s'en parler autour d'un verre. Oui. Bon, en tout cas, Le Mal appliqué, c'est pour moi un de tes plus fous romans. Oui, c'est... Et pourtant... Ouais, j'avais un petit level. Ouais, mais c'est un roman, je pense ce qui est chouette, c'est qu'on en a vraiment, je pense, rien dévoilé. Parce que il y a, ce qui tient surtout, c'est une forme d'expérience de lecture. Et ça se dévoile pas. Oui, bien sûr. Ça se vit. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que à travers ce personnage marginal, de nouveau que tu aimes que tu chéris, j'ai l'impression. Oui, effectivement, il y a. Dans tes précédents écrits, est-ce qu'il y aurait la volonté, à travers ce personnage-là, peut-être de mettre en lumière un monde dystopique ou alors ce monde serait vraiment miroir de justement la psychologie du personnage qui est complètement en mode déraillé, quoi. Oui, il est, c'est sûr que c'est ce que j'essayais laborieusement de dire tout à l'heure. Le monde de Manuel et Emmanuel ont une sorte de fraternité bizarre, en fait, dans la forme, ou même dans l'informe
que chacun si elles n'ont pas trop de contours chacun, et la signification se pose difficilement en eux. Donc ça, c'est très éventuel. Emmanuel, c'est quand même un personnage un personnage comme ça, où on sent que tout est jouable en fait. Il est presque rien, donc tout est composable. Il trouve une fringue, ça devient son look. Il trouve des lunettes. Ah bah oui, tiens, je les mets. Ah mais oui, le soleil m'éblouissait, je ne savais pas. Bon bref, c'est une sorte de dialogue ouvert avec le monde, comme si il était question de naître chaque jour, ce qui est un peu une de ses questions aussi, quoi. De retrouver une innocence dans sa sensation, dans sa vision, ou du moins de constituer un corps et une psyché innocente face au monde qui est aussi lui-même, d'une certaine manière, même s'il est fourbi de mort, innocent quelque part. Et lui, il cherche à... Il cherche ça, oui. C'est ce qu'il écrit. Ouais, il dit qu'il est liquide. Oui, il s'intéresse beaucoup au liquide, ouais. Et il dit qu'il écrit pour se solidifier. Ça, il l'écrit. Donc il y a un changement d'état, mais il dit, moi, je ne vois pas de gain à écrire. Je n'ai jamais vu de gain à écrire et rien à gagner. Ça, c'est un motif intéressant. Effectivement, mais ça, vous l'avez compris. Visuellement, on le comprend quand on lit la dernière partie. L'absence de lettres sur le Nokia, avec ses enjambements bas que tu disais, le Q, le P, le J, tout ça, effectivement, ça fait une ligne aquatique, quoi. Ça fait un ruisseau, quoi. On voit que... C'est ça. On voit plus qu'un ruisseau. Donc, Manuel, à quel âge? Il a 30. Ah oui, Il est né en... Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on fait à un moment donné, nous donner une date de naissance. Si tu as dit, il est né en 82. 82. Il est né en 82 et ça se passe... Il est né en 82 et ça se passe... il y a un peu... Le seul forçage un peu fictionnel du livre, c'est que le smartphone n'est pas à ce point-là. Il n'y a pas plein d'applis en 2012 encore. Si on veut vraiment faire de... Si on veut t'attaquer. Si on veut m'attaquer sur l'anachronisme. Oui, ça commence, mais... L'appli Freudet, c'est une appli, mais c'est surtout une espèce de standard. De boîte vocale. C'est entre le Minitel et l'appli. Oui, voilà. Donc c'est un peu... Mais comme un Minitel dans la voiture, c'était vraiment chaudard à mettre en place. J'ai forcé une appli. Mais c'est effectivement l'usage des applis en 2012 n'était pas aussi... Emmanuel, il a un peu fusionné les deux personnages de La mesure de la joie ensemble. Oui, c'est plein de... Ah oui. C'est comme tu disais, Philippe, c'est un peu le marginal habité. Marginal habité par les trucs un peu... Et effectivement, c'est des personnages d'un précédent livre qui est dans la vitrine, là. Aussi, il y avait une inondation. Ah oui, là, il y avait l'inondation était un personnage à part entière. Il y avait des cahiers aussi. Non Oui, il y avait des cahiers, des voix. Et des voix. Et la voiture était un immeuble. Enfin, si on fait un transfert. Si on peut vraiment. Puisque tu insistes. Et Marseille était déjà Marseille. Et tu l'as écrit à Marseille? Non. Oui, à un moment, ouais. Mais aussi dans ma voiture à Fort-Calquier. Je me suis un peu... Mais ça n'a pas changé grand-chose de me forcer à écrire dans ma voiture comme mon personnage. Non, je l'ai écrit à Liman, à Marseille, à Aix, à droite à gauche. Sur plusieurs années parce que je fais des livres beaucoup plus courts habituellement. Donc je les écris quand même plus rapidement. Celui-ci, il m'a pris un peu de temps, plus de temps. C'était un peu le défi d'essayer de vouloir faire des choses que je n'avais pas faites précédemment, donc un livre plus gros. Mais en fait, ça s'y prêtait, cette attente de Manuel que quelque chose arrive. D'ailleurs, en venant ici, je vous le dis parce que je l'ai cherché autant que... C'est ce truc très fameux que tout le monde connaît. Moi, j'y pensais pas en ces termes-là quand j'ai écrit le livre, mais un petit peu, c'est ce que Flaubert appelle le livre sur rien. C'est ça. Tu vois cette phrase c'est une phrase très... Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Il dit ça, et c'est un peu un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait sur lui-même par la force interne de son style. Comme la Terre, sans être tout soutenue, se tient dans l'espace. Donc effectivement, un livre sur rien, c'est un peu ça. À un moment donné d'écriture sur du livre, je me suis dit, tiens, en fait, ce que tu cherches, c'est ça. Tu voudrais que
il y a un truc qui tienne grâce au personnage, grâce à cette bagnole, grâce au cahier, grâce à l'écriture, au style, comme dit Flaubert, et que ça soit plus fort que la narration, que tout ce qu'il y aurait à narrer. Ce serait suffisant. Tu n'aurais pas besoin d'un événement qui en appellerait un autre, une résolution, un ballet, un roman. Ouais. C'est un roman qui tiendrait en ayant évidé tout le contenu des romanesques du roman. Mhm. Jusqu'à la fin, où là, il y a quand même, évidemment, une dimension romanesque et terrible, tragique, etc. Mais voilà, c'était ça aussi, à un moment donné, l'idée un peu culottée, ou qui m'a habité, en tout cas, culottée pour moi, qui a essayé qui m'a tenu un peu éveillé pendant que j'écrivais ça, d'essayer d'enlever au maximum le contenu et de densifier au maximum le contenant, la forme. Ouais. Comme ça. C'est pour ça que la fin est très formelle par rapport aux lettres qu'on a dit, tout ça, et chargée d'une action au jour le jour. Là, d'ailleurs, c'est 10 jours, 15 jours. Là c'est... Oui, il n'y a plus de temps à perdre. Là, il se passe un truc, il faut vraiment être là. Il les égrène. Ouais, là, il égrène les jours. Et le changement de support successif, c'est quelque chose qui était là dès le début de l'écriture ou comment c'est Non, venu? pas du tout. Alors, pas Non. du tout. Au début, cahier, puis non. Non, là, c'est venu avec... en restreignant. Quand tu n'as plus de cahier à l'extérieur, tu as un smartphone dans ta poche. Et puis quand tu n'as plus de rien dans ta poche, tu as un vieux Nokia dans la boîte à gants. Enfin, non, là, c'est vraiment lié à la dramaturgie du livre, quoi, à la réduction des objets, du monde. Non, ça, c'est vraiment venu en cours de route. C'est un lieu d'événement. Le passage de... Le passage du cahier Oui. au téléphone. Oui, ça fait partie. C'est un des. Oui. Ce qui lui arrive. C'est ce avec quoi il lui arrive un truc. Ouais, c'est ce qu'il choisit de. C'est le témoin de ce qui lui arrive, ou ce qui lui arrive comme objet aussi. C'est un peu une démarche aussi de phénoménologie, de réduction. Ah ouais, réduction phénoménologique. Ouais. Des potiers sériennes, il y a quelque chose comme ça un peu. Ah oui, là, c'est vrai que ça se réduit. C'est tout à fait, il y a une démarche comme ça, un geste Au corps physique propre, ouais. qui paraît un peu prégnant, non? Ah, c'est vrai, ouais, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est exactement ça. Merci bien de votre écoute, en tout cas. Merci Arnaud. Merci. Boire un coup. Et merci à vous, hein. Merci à vous deux pour cette chaleur.